Les autorités mondiales ont-elles largement surestimé les dangers de ce virus apparu il y a maintenant 1 an au Mexique? Vous allez le voir, c'est fort probable. Il y a 1 an, les informations concernant la grippe H1N1 étaient plutôt alarmistes. Le risque était élevé, on parlait de plusieurs dizaines de milliers de morts potentielles. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Les malades soignés dans nos hôpitaux sont relativement peu nombreux. Les morts aussi, 19 jusqu'ici en Belgique. Pourtant, nos États ont vacciné en masse leur population. Conséquence, un véritable jackpot financier pour l'industrie pharmaceutique. Alors ces risques de la grippe ont-ils été délibérément surévalués? C'est ce qu'ont voulu savoir Pascal Bollekens et Michel Renard. Leur reportage s'intitule « Grippe H1N1, la grande tromperie ?» I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Le 11 juin 2009, pour la première fois de son histoire, l'OMS déclenche la phase 6, la phase d'alerte maximum pour une pandémie, une décision historique. Le monde entier doit se préparer au pire. Tous les gouvernements activent leur plan de lutte. La phase 6, ça veut dire que l'on pourrait devoir limiter chez nous les déplacements, fermer les lieux publics, les écoles. La ministre de la Santé fera même voter une loi d'exception. C'est une loi finalement qui nous permet, si cela était nécessaire, de prendre des mesures d'urgence, par exemple des réquisitions de professionnels de la santé, mais aussi d'autres professionnels, par exemple dans le secteur des transports, etc. Pour les labos, c'est un signal de départ. Ils vont pouvoir démarrer leur production de vaccins pandémiques. Le jackpot, des centaines de millions de doses seront mises sur le marché en un temps record. La phase 6 sème en tout cas la panique. Les médias s'emballent sur ce nouveau virus très contagieux. Mais la catastrophe annoncée ne se produit pas. Comment les experts scientifiques, les pouvoirs publics ont-ils tous sombré dans la psychose? L'industrie pharmaceutique a-t-elle influencé les décisions de l'OMS? Y a-t-il eu tromperie sur la marchandise? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous sommes début juillet. 4 grands groupes pharmaceutiques se lancent dans la course. L'Agence européenne du médicament n'a pas encore donné son feu vert, mais tous les gouvernements se ruent déjà chez les fabricants pour commander leurs doses. Aujourd'hui, on se demande pourquoi un tel empressement. C'est un pays seul, face à une firme pharmaceutique, dans le cadre d'une production de vaccins limitée, et dans ce que j'appellerais une course à l'échalote. Tous les pays essayent d'avoir le plus rapidement possible des vaccins pour protéger sa population. Et donc on est sous pression. Puisque le co-contractant vous dit, c'est vous qui décidez, vous en prenez ou vous n'en prenez pas. Puis on dit, évidemment qu'il faut protéger la population, mais on ne le prend pas à n'importe quelle condition. Donc c'est tout ça. Dans cette négociation, c'était la firme pharmaceutique qui était en position de force à ce moment-là. Oh, elle était en bonne position puisqu'il y a une production qui est limitée et qu'il y a énormément de pays qui en demandent. Donc voilà, je faisais partie évidemment de ces pays qui étaient en demande pour protéger la population belge. Et donc la négociation se fait avec le danger de la surenchère aussi, j'imagine. Avec des dangers de surenchère, c'est certain. La Belgique commandera 12 600 000 doses. Le gouvernement va ainsi débloquer 115 millions d'euros, soit quasi autant que pour la lutte contre le cancer. La méchante grippe se fait grippette. Chez nous, le doute s'installe. La campagne de vaccination s'ouvre, mais les salles d'attente des généralistes restent désespérément vides. On ne se bouscule pas pour se faire piquer. La vaccination fait un flop.
Sur Internet, les questions fleurissent. Parfois aussi, c'est du grand n'importe quoi. On y dénonce pêle-mêle vaccination forcée, génocide organisé ou manipulation par les firmes pharmaceutiques. Mais dans le même temps, on y manipule aussi l'info, comme cette fausse ministre finlandaise qui crie au massacre des populations. Mais dans ce flot virtuel, il y a aussi de vraies questions. Exemple, quels sont exactement les bénéfices et les risques du vaccin pandémique ? Donc c'est vrai qu'Initiative citoyenne, ça a quand même débuté il y a plusieurs mois, vous le savez bien. Alors la première action qu'on a entamée, c'est envoyer un courrier, comme vous le savez, aux autorités, donc pour leur demander une information plus complète sur le bénéfice et le risque de cette vaccination. Grippe, firme pharma et vaccin, quoi de neuf docteur ? Le ton de cette conférence organisée à Louvain-la-Neuve par un groupement de citoyens est donné. Les gens n'avaient pas envie d'entendre un discours alarmiste. En invité, le docteur Girard, un pharmacologue qui a travaillé pendant des années comme expert auprès de l'industrie pharmaceutique, une industrie qui le considère aujourd'hui comme un paria. C'est vrai que l'homme n'a pas sa langue en poche, il pose les questions qui fâchent. Exemple, comment ont-on pu mettre un vaccin si vite sur le marché ? La première chose qui frappe pour un professionnel du médicament, c'est le caractère extrêmement expéditif du développement qui a duré à tout casser 2 mois, 3 mois, enfin que ce soit 2 mois, 3 mois ou 4 mois, change rien. On fait rien en 2 mois, on fait rien en 3 mois, on fait rien en 4 mois. Je vais prendre un exemple que tous les téléspectateurs connaissent, tout le monde connaît Prozac. Bon, Prozac, c'est un produit simple, hein, c'est un principe actif avec des excipients autour. Bon, Prozac, ça a mis 15 ans le développement, 15 ans. Voilà. Bon. Ils disent qu'ils avaient mis au point un espèce de vaccin prototype. Alors, je vous dis ce que l'industrie dit. C'est du baratin. Lorsque Glaxo a développé une copie de Prozac juste en changeant un petit bout, ça a pris des années. Alors là, on nous explique qu'on a un vaccin où on va changer, tenez-vous bien, le principe actif, hein, c'est-à-dire les antigènes. On dit, c'est rien du tout, c'est du pipeau, on peut faire ça en quelques semaines. C'est se moquer du monde. On a été trop vite pour vous, on n'a pas assez on a été beaucoup trop vite. L'industrie pharmaceutique aurait-elle joué avec le feu ? Le vaccin nous a-t-il mis en danger ? Rien que l'idée donne des frissons dans le dos. Nous tentons de contacter les 4 fabricants de vaccins pandémiques. Un vrai parcours du combattant. Dans le monde de la pilule, bonsoir la transparence. Baxter refuse toute interview. Chez Novartis, c'est le porte-parole qui a un agenda trop chargé. Chez Sanofi, le service presse est carrément débordé. Il n'a pas pu nous fixer un rendez-vous en 3 semaines de tournage. Quant à GlaxoSmithKline, qui a vendu le vaccin pour la Belgique, il a fallu vraiment beaucoup insister. Il n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Il n'est pas disponible actuellement. Pour vous redemander, On va essayer sur son fixe, hein. de donner une interview et répondre. Nous vraiment avoir GlaxoSmithKline. Du harcèlement mais payant, nous décrochons enfin le dernier jour du tournage, un rendez-vous avec l'expert du développement des vaccins grippe. Alors, a-t-on été trop vite ou non ? GSK a investi pendant de nombreuses années pour développer un vaccin pandémique. Et donc nous avons soumis une licence en décembre 2006 pour un vaccin pandémique pour lequel nous avons obtenu l'autorisation de mise sur le marché en mai 2008, donc 1 an avant la crise. Donc ce qui s'est passé en fait en septembre 2009, c'est que nous avons réalisé une adaptation du dossier d'enregistrement pour le virus H1N1. Et ça n'est pas une procédure qui est fort différente de ce que l'on fait chaque année pour les vaccins saisonniers, où chaque année on doit aussi adapter la composition du vaccin aux souches qui ont été recommandées par l'OMS. Qui dit vrai ? Pour le savoir, direction Anvers. C'est dans ce centre de vaccinologie qu'une trentaine de cobayes ont testé le vaccin pandémique en août et septembre 2009. Le centre anversois est un labo de référence pour l'OMS. Ici, les règles des tests cliniques semblent très strictes. Il y a tout un protocole à suivre. Pas question de faire l'impasse sur des effets secondaires et encore moins sur la sécurité d'un nouveau vaccin, comme c'est le cas ici pour ce futur vaccin contre l'hépatite B. Nous faisons une prise de sang avant de vacciner pour avoir des données de départ sur le taux d'anticorps présent dans le sang et une autre prise après avoir vacciné pour voir ce qui a changé au niveau de ces anticorps. On peut ainsi savoir si le vaccin était efficace. Le professeur Van Damme a déjà testé de nombreux vaccins. Il est considéré comme une référence dans son domaine. Les gens pensent qu'on a brûlé certaines étapes. Oui, trop vite, hein, certains disent, oui. Comme je vous ai dit, au fond, il n'y a aucune étape, ni au niveau préclinique, avec toute la documentation de tératogénicité,
ni au niveau clinique, où on a quand même d'abord eu nos tests et on avait déjà l'évidence avec les résultats d'un vaccin précédent qui est un peu le frère de ce vaccin-ci, le vaccin contre l'H5N1. Quand on voit toutes ces données-là, au moment où le vaccin a été approuvé aussi bien par l'OMS que par les autorités européennes, on avait plus de documentation qu'avec un simple vaccin saisonnier. Les gens ne se réalisent pas qu'au fond, le vaccin, au moment où il est entré sur le marché, était bien documenté. En clair, ça a été un peu rapide, c'est vrai, mais on n'aurait pris aucun risque. Mais d'autres questions restent en suspens car des accusations graves circulent, entre autres, sur le net. Depuis le début de la psychose, ce physicien reconverti aux médecines naturelles dénonce sur son site anomalies et manipulations. L'homme n'est pas un philanthrope, il propose aussi des stages payants pour apprendre à vivre plus sainement. Il est en ce moment même en train d'écrire un livre sur le H1N1 au Costa Rica. Nous le joignons par vidéoconférence. Lors des essais cliniques de ce vaccin qui ont été faits sur 2000 volontaires en bonne santé, il a été répertorié 7 morts des suites directes de ce vaccin. Donc 7 morts sur 2000 personnes qui ont testé le vaccin alors qu'elles étaient en bonne santé, c'est un taux qui est totalement inacceptable pour mettre sur le marché un médicament. Eh bien, figurez-vous que l'agence de mise sur le marché a fait comme s'il n'y avait eu aucun problème dans la mise au point de ce vaccin et a approuvé ce vaccin. Donc, moi, je ne comprends pas comment il y a eu autant de complicité et autant de personnes qui ont fermé les yeux, alors que ça crevait les yeux, je dirais, depuis le mois de mai. En tout cas, moi, depuis le mois de mai, c'est clair pour moi qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, qui n'était pas correct au niveau des processus de mise en marché des médicaments, enfin du vaccin ici en l'occurrence. Sur le site de l'Agence européenne du médicament, donc on peut lire les notices sur les vaccins, les premières études qui ont été faites, j'imagine par votre société, les premiers tests, que ces tests, en fait, faits sur 2000 volontaires, avaient provoqué 7 décès. Je voudrais simplement avoir votre... vous êtes au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Faux, vraiment? Nous posons la même question à l'Agence belge du médicament, dont plusieurs experts participent aux travaux de l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé, je pourrais m'inquiéter de savoir, mais quand bien même il y aurait eu le nombre il faut essayer de relater ça. De nouveau, c'est peut-être lié à un tout autre phénomène qu'au vaccin lui-même. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Quelques heures après l'interview, Emmanuel Anon de GSK et l'Agence belge du médicament nous rappelleront pour confirmer l'existence du rapport, mais surtout pour nous préciser qu'aucune de ces morts n'avait pu être reliée directement au vaccin. Cela n'avait donc eu aucune influence sur le feu vert européen. A-t-on frôlé le drame? A posteriori, on peut juste affirmer que sur près de 25 millions d'Européens qui ont reçu ce vaccin, on déplore près de 130 morts. Si on avait gardé les mêmes statistiques que pour les tests préliminaires, il y aurait eu plus de 87 000 décès. Mais puisque cela n'a pas grippé la machine, pourquoi ne pas nous avoir parlé spontanément de ces 7 morts? Entre-temps, la grippe H1N1 débarque. Le pic épidémique est suivi d'un pic polémique autour d'un adjuvant du vaccin, le squalène. Il serait toxique pour les femmes enceintes. Un vaccin doit en principe aider nos anticorps à reconnaître le virus pour pouvoir s'en défendre. Pour le fabriquer, on cultive la souche sur des œufs, on le rend inoffensif et on lui ajoute ensuite des ingrédients comme des conservateurs. Ce vaccin-ci doit encore en plus être mélangé avec un adjuvant pour amplifier la réaction immunitaire. C'est cet adjuvant qui est remis en question par un groupement de citoyens. Ceux-ci ont intenté une action devant le tribunal. Ils veulent que l'État dise la vérité sur tous les composants du vaccin. Pour eux, certains seraient toxiques.
au niveau du système immunitaire des femmes enceintes, il faut quand même savoir que pendant la grossesse, le système immunitaire est modifié. Donc la nature permet ça justement pour que le corps de la maman puisse tolérer la présence du fœtus qui est finalement du non-soi, mais qu'elle doit pouvoir tolérer pour mener sa grossesse à terme. Et c'est vrai que le squalène, justement en ce sens qui surexcite l'immunité, certains scientifiques disent que cette molécule crée le chaos dans l'immunité, mais justement on pourrait légitimement craindre le fait que ça provoque un rejet, donc un risque de fausse couche. Donc ces risques-là, ils sont concrets et on n'en tient pas compte. Et nous, ce qu'on craint, c'est un scandale comme celui de la thalidomide, dont je rappelle quand même qu'on a vu les effets pas immédiatement après, mais parfois des mois, des années après. Certains généralistes ne conseillent pas non plus le vaccin. Le docteur Erpikoum sait de quoi il parle. Il a fait lui-même, il y a quelques années, un Guillain-Barré, c'est-à-dire une complication grave suite à un vaccin contre la grippe classique. Médecin vigie, c'est-à-dire membre du réseau belge de surveillance de la grippe, il a fait analyser tous ces cas suspects de H1N1. Et des cas avérés, il a pu en reporter 3. Comme tout vaccin comporte un risque, ici, il ne voit vraiment pas de bénéfice à vacciner et ne parlons pas des femmes enceintes. Ils n'ont pas fait d'études cliniques sur un nombre suffisamment de femmes enceintes que pour avoir des données statistiques suffisantes. Le fabricant. Bon. L'État qui le reçoit dit... Et les scientifiques disent, mais écoutez, et les gynécologues disent, à un moment donné, tardivement, alors qu'il n'y a pas eu d'études en plus, faites-le. Il y a eu suffisamment que pour ne pas le faire. Donc le fabricant dit non. Eux, ils disent, ben si, on va l'autoriser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, honnêtement. Donc Pour vous, il y avait un risque que cet adjuvant pouvait... Il y a un principe de précaution pour les femmes enceintes. Il fallait on ne met être pas de prudent. médicaments. Nous ne mettons pas de médicaments aux femmes enceintes. Quand il faut un antiémétique ou quoi, on va regarder dans nos livres. Oh, de toute façon, il y a quelques cas animaux, de trucs tératogènes. On ne le met pas. En Suisse aussi, on s'est apparemment posé des questions sur l'emploi de ce vaccin pendant la grossesse. Swissmedic, l'agence suisse du médicament, a même recommandé aux femmes enceintes d'utiliser un vaccin sans cet adjuvant. Nous n'avons pas assez d'informations sur l'effet de ce vaccin pendant la grossesse. Les femmes enceintes ne sont pas reprises dans les études pour des raisons éthiques. Et donc, on n'en sait pas assez sur ses effets cliniques chez les futures mamans. C'est pourquoi on se veut prudent. En Europe, il faut bien le dire, c'est un peu la cacophonie. La Suisse dit non au vaccin avec l'adjuvant, l'agence européenne dit oui. La Suède vaccine avec cet adjuvant des milliers de femmes enceintes. En France et en Allemagne, ces femmes ont le choix entre vaccin avec ou vaccin sans. Bien difficile pour nos autorités de se faire une idée, elles s'en remettent donc aux experts. J'ai demandé aux scientifiques. Et donc, notre comité scientifique a notamment eu des réunions avec des représentants des groupements de gynécologues, d'obstétriciens, et ensemble, y compris donc ceux qui au départ avaient des points d'interrogation, ensemble, ils ont, à l'issue de la réunion, sorti un communiqué disant qu'ils demandaient aux femmes enceintes de se faire vacciner et avec le vaccin adjuvanté. Donc vous avez évidemment les différents corps de métiers professionnels qui vous disent ça, vous le respectez. Selon l'EMEA, sur 123 000 femmes vaccinées avec cet adjuvant, 27 ont connu des avortements, des naissances prématurées ou des morts intra-utérines. Bien sûr, chacun de ces cas est un drame, mais on reste dans des statistiques qui ne sont pas exceptionnelles. Pour les effets à plus long terme, il est trop tôt pour se prononcer. Au bout du compte, près de 220 000 personnes ont été contaminées en Belgique. Cette grippe a tué 19 fois. Quand on sait que chaque année, la grippe classique tue chez nous entre 1000 et 1500 personnes, on est bien loin du scénario catastrophe et des millions de malades et de morts annoncés. Mais quelle mouche a donc piqué l'OMS? Pourquoi cette organisation des Nations Unies a-t-elle lancé cette alerte maximum? Car si l'épidémie s'étend géographiquement, le nombre de cas sévères et de morts reste limité. Tous les critères pour lancer une telle alerte ne semblent pas réunis. Pourquoi a-t-on changé les règles du jeu? C'est la question que nous posons à la responsable de la lutte contre la grippe à l'OMS. Les critères n'ont pas été changés. Les phases prennent en compte la dispersion géographique du virus et l'OMS a conduit à une évaluation annexe, on va dire, sur la sévérité. Et la sévérité de la pandémie a été annoncée par notre directeur général aux alentours du mois de juin aussi comme une pandémie modérée. Donc ça a été annoncé. La difficulté qu'on a, c'est que pour évaluer la sévérité d'une pandémie, il nous faut des informations
Les critères n'ont pas été changés. Les phases prennent en compte la dispersion géographique du virus et l'OMS a conduit à une évaluation annexe, on va dire, sur la sévérité. Et la sévérité de la pandémie a été annoncée par notre directeur général aux alentours du mois de juin aussi comme une pandémie modérée. Donc ça a été annoncé. La difficulté qu'on a, c'est que pour évaluer la sévérité d'une pandémie, il nous faut des informations assez précises. Et ces informations, en fait, on a pris quand même un peu de temps à les collecter. Et c'est pour ça que on a différencié en fait l'extension géographique qui est assez facile à mesurer, puisque on regarde combien de pays vous rapportent des cas de ce nouveau virus, et on a en fait l'extension géographique. La sévérité demande des analyses beaucoup plus approfondies qui ne sont pas possibles dans tous les pays. Rien changé, l'OMS a tout de même revu ses règles en matière de pandémie. Coïncidence, juste avant la crise en avril 2009. Dès le départ, l'OMS reconnaît elle-même que la pandémie est modérée, mais alors pourquoi passer au niveau 6 ? Qui a pris cette décision ? Selon nos sources, elle aurait été prise par un cercle restreint d'experts dont certains seraient liés à l'industrie pharmaceutique. Parmi eux, un certain Albert Oosterhuis, le monsieur grippe hollandais. Le Parlement de son pays a ouvert une enquête pour conflit d'intérêts et malversation. Ce virologue avait alerté l'opinion sur le SRAS. Il avait ensuite crié au loup pour la grippe aviaire. L'expert travaille pour les labos qui fabriquent les vaccins, ceux-là même qu'il fait ensuite prescrire par l'OMS. Même la revue scientifique Science remet en question l'indépendance de son jugement en matière de pandémie. Alors les labos noyautent-ils la direction de l'OMS ? Je comprends bien qu'il y ait des questions parce que, en fait, pour le public, il y a un amalgame facile qui peut être fait. Mais je crois que là, c'est une question de confiance. Il est évident que l'OMS, dans plusieurs domaines, a besoin de travailler avec l'industrie, dans le sens où c'est l'industrie qui produit les vaccins, c'est l'industrie qui produit les médicaments. Donc, on a besoin de toute façon d'avoir des relations avec eux. Maintenant, on s'arrange pour que ces relations soient le plus neutres possible et objectives possible. Donc, ces experts qui, eux aussi, ont des contacts avec l'industrie, d'abord, on a souvent besoin de leur contribution parce que c'est aussi des puits de science et c'est aussi eux qui ont un savoir qui n'existe nulle part ailleurs. Donc on a besoin de leur savoir, mais au moment où on prend des décisions, souvent ce qui se passe dans nos comités, c'est-à-dire au moment où les recommandations sont faites, ces personnes sont priées de quitter la salle et de ne pas participer à la discussion de fond sur les recommandations. Et quand on pose cette question du conflit d'intérêts à un de ces labos ? Mais donc, il existe des experts effectivement qui travaillent pour les deux, mais de nouveau, le processus est totalement transparent. Et donc c'est par rapport aux mesures que l'OMS, mais ce n'est pas à moi à m'exprimer, je pense que c'est à l'OMS, les mesures, l'ensemble des mesures que l'OMS a mis en place depuis des années pour s'assurer que ce processus est parfaitement transparent. Autrement dit, l'industrie ne voit rien à redire sur ces collaborations très particulières. Pour l'épidémiologiste Wolfgang Wodark, la pilule est dure à avaler. Ce député socialiste allemand, président de la commission santé du Conseil de l'Europe, exige une enquête. Il veut que l'OMS rende des comptes. C'est une administration qui dépend de ces scientifiques. Ceux-ci ont des laboratoires et la plupart d'entre eux reçoivent de l'argent des sociétés pharmaceutiques pour mener leurs recherches. Il reste peu d'argent pour la science en tant que telle. C'est là que vous voulez plus de transparence. Oui, nous avons besoin de plus de transparence. Qui paye les scientifiques? Pour qui font-ils leurs recherches? Mais nous avons surtout besoin de transparence au niveau du processus de décision, de la hiérarchie de l'OMS. Qui est important et qui ne l'est pas et pourquoi? Je crois qu'au bout de notre enquête, nous devrons comprendre ce qui s'est vraiment passé et pourquoi on est allé dans la mauvaise direction avec tout ce qu'on avait comme information et pourquoi toute cette psychose. L'enquête au Conseil de l'Europe est aujourd'hui en cours. Au sujet de la gestion de la grippe H1N1. En attendant, il ne faut pas une enquête pour affirmer que cette crise est arrivée à point dans un secteur pharmaceutique confronté depuis une dizaine d'années à de nouvelles difficultés. Lieven Annemans est un expert en économie de la santé. On a déjà réalisé pas mal dans le secteur des soins de santé et donc développer quelque chose qui est de nouveau meilleur que ce qu'on a déjà, c'est difficile. Deuxièmement, les exigences des autorités sont aussi plus strictes qu'avant. Et donc ça rend les choses de plus en plus difficiles pour les firmes pour développer un nouveau produit. Ça prend plus de temps.
Donc si ça prend plus de temps pour développer, il reste moins de temps pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, voilà. Et donc toutes ces choses ensemble rendent que la situation change complètement pour l'industrie pharmaceutique vis-à-vis il y a 5 ou il y a 10 ans. Maintenant, cette crise pandémique, je dirais, peut-être c'est pas la bonne façon de le formuler, mais ça tombait à point, en effet, pour certaines firmes. Il n'y en a pas beaucoup qui produisent des vaccins, mais ça tombait à point. Pourquoi? Parce que je suis assez sûr que ces firmes-là, l'année passée, ils ont fait une bonne année, avec une croissance de leurs revenus. Et d'ajouter que c'est moins cher de développer un vaccin qu'un nouveau médicament. Les vaccins, un véritable marché pour les labos. Exemple, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Un vaccin annoncé comme miraculeux, à tel point qu'il faut, nous dit-on, vacciner toutes les filles avant leur premier rapport sexuel. En réalité, il ne protège pas contre tous les papillomavirus à l'origine du cancer, mais contre 3/4 seulement d'entre eux. Effet pervers, les jeunes filles s'estiment à tort totalement protégées. Elles risqueraient peut-être de négliger le dépistage. Un dépistage pourtant peu coûteux et efficace, puisqu'avec lui on a encore 10 ans d'avance sur le cancer lui-même. Eh bien ce vaccin qui coûte 300 € est aujourd'hui sur le marché et remboursé par la Sécu. Si on avait ce vaccin-là pour le cancer de l'ovaire, ou le cancer de l'utérus, ou le cancer du sein, superbe. Mais contre le cancer du col, pour vous, c'est quelque chose d'un peu superflu. C'est bien, mais c'est du luxe. C'est du luxe. Les vaccins se multiplient et pas toujours à bon escient, comme celui contre le rotavirus, une maladie dont on parlait très peu. Cette gastro-entérite très commune provoque chez certains nourrissons de graves déshydratations. Mais dans nos pays, les décès restent rarissimes. Ce qui s'est passé, parce qu'on n'en parlait pas, et puis tout d'un coup on s'est mis à en parler. Et quelques mois plus tard, on a vu arriver le vaccin. Donc généralement, il y a une information par les firmes pharmaceutiques des leaders, d'opinion, des médias. Qui eux-mêmes, je parle plus dans le domaine médical, vont eux-mêmes enseigner informer la pathologie, sur les dangers, etc. Et puis bingo, quand tout le monde est informé, le traitement arrive. C'est magnifique. Alléluia. Ça s'appelle du marketing, ça? C'est du marketing, mais c'est des firmes pharmaceutiques. C'est des firmes. Ce sont les firmes pharmaceutiques qui font ce marketing. L'objectif est quand même financier pour une firme pharmaceutique. Le danger de ce marketing agressif et de cet ubuesque épisode pandémique, c'est que ça puisse jeter le discrédit sur tous les experts et les labos et amplifier encore tous les discours anti-vaccins. Des discours radicaux qui jettent le bébé avec l'eau du bain et qui remettent en question tous les vaccins bien nécessaires, ceux-là, chez les bébés. La vaccination, en diminuant les pathologies contre lesquelles on vaccine, font disparaître en fait l'inquiétude des gens par rapport à la maladie contre laquelle on les protège. Et à partir du moment où cette inquiétude par rapport à une maladie n'existe plus, on trouve toutes les bonnes raisons de critiquer éventuellement les quelques rares effets secondaires qui pourraient survenir, et on arrive à une espèce de tolérance zéro. On veut à la fois aucun effet secondaire, mais à la fois être protégé complètement contre une pathologie. Eh bien ça, c'est une quadrature du cercle qui n'est pas possible. Après une trentaine d'années de vaccination systématique des enfants, chez nous, on n'entend par exemple plus parler de rougeole. La Suisse, elle, est confrontée à des épidémies. Là-bas, depuis quelques années, des courants philosophiques alternatifs encouragent les parents à ne pas faire vacciner leurs enfants. Résultat ? Alors on a eu une très longue épidémie en plusieurs vagues qui a débuté en octobre 2006, qui s'est poursuivie jusqu'en été 2009. Et ça, c'était très inhabituel, assez préoccupant, avec plus de 4000 malades déclarés, donc probablement aussi plus que 4000 malades, puisqu'ils ne sont pas tous déclarés. Et beaucoup d'hospitalisations, de complications, y compris un décès suite à cette rougeole. Autrement dit, il y a vaccin et vaccin. Notre enquête ne remet pas en question des vaccinations comme celle contre le tétanos, la rougeole ou encore les oreillons. La vaccination est un moyen reconnu de prévention des maladies graves. Ce n'est pas pour ça que les firmes pharmaceutiques peuvent tout se permettre. Vous n'êtes pas un anti-vaccin? Je ne suis pas du tout un anti-vaccin, je suis pro-vaccination. Mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas chez n'importe qui. Lors de cette pandémie,
On a exagéré le danger, on a en quelque sorte trompé l'opinion publique et ça pourrait laisser des traces. Croirait-on encore aux alertes de l'OMS si une vraie pandémie surgissait maintenant? Le vrai danger de toute cette histoire, c'est peut-être finalement celui-là.